Bonjour, nous sommes le jeudi 19 juillet 2018 et aujourd'hui ma petite allocution aura pour titre La chute des États-Unis et les leçons pour nous. Je ferai dans l'ordre. D'abord la chute des États-Unis, la journée d'hier, les discussions qui ont continué à propos de les gloses, à propos de la réunion d'Helsinki et de la performance, de la prestation de M. Trump dans ce cadre. Dans ce cadre, M. Trump avait eu l'occasion de prononcer une phrase où il avait laissé entendre qu'il accordait une confiance absolue à M. Poutine sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'ingérence de la part des Russes dans les affaires américaines. Et hier, il a fait une intervention pour dire qu'il y avait eu malheureusement une erreur dans sa lecture de ses notes et qu'il aurait dû employer la forme négative plutôt que la forme affirmative et qu'évidemment c'est parce que dans le cadre de sa phrase où il y a une double négation, les choses ne sont peut-être pas très faciles à manœuvrer. Ce que nous dit la presse, c'est que ce sont ses conseillers affolés au retour dans l'avion Air Force One qui lui ont dit il faut absolument que vous affirmiez avoir dit le contraire de ce que tout le monde a pu vous entendre dire. Et on a trouvé comme seule astuce de ce changement de phrase. Les commentateurs, les petits plaisantins s'en sont donnés un cœur joie dans la journée. Un monsieur a fait un tweet en disant s'il ne dépendait que de moi, il n'y aurait pas d'impeachment de monsieur Trump, il n'y aurait pas de récusation de monsieur Trump en tant que président. Et oups, excusez-moi, je relis mes notes. En fait, non, je voulais dire il y aurait impeachment de M. Trump, il y aurait sa récusation. Et d'autres plaisantins qui ont ajouté des tas de petites blagues sur le would ou wouldn't. Il y a eu encore pire, si l'on peut dire, en fin de journée, lors d'une conférence de presse de Trump, ou à la question quand on lui pose la question est-ce qu'il y a encore ingérence de la Russie dans les affaires américaines, il a répondu non. Et par la suite, quand son porte-parole a été interrogé par la presse, Madame Huckabee Sanders, Sarah Huckabee Sanders, quand on lui a posé la question, est-ce qu'on a bien entendu quand il a dit qu'il n'y a plus d'ingérence? Et elle a essayé là aussi de sauver la mise en disant non, quand il a dit non, c'était à la question qui lui avait été posée aussi, est-ce qu'il allait encore répondre à des questions? Bon, la chute. Un certain George Will, considéré comme un des grands commentateurs américains, prix Pulitzer en 1977, considéré par le Wall Street Journal, qui, comme je vous le rappelle, n'est pas une publication d'extrême gauche, comme probablement notre plus grand journaliste actuel. Monsieur George Wills a été interviewé longuement à la télévision à propos d'un article qu'il a publié dans la journée d'hier et qui dit le naufrage lamentable d'un homme. Et il emploie des termes extrêmement durs, je dirais, pour un commentateur pundit, pour un ponte de la réflexion américaine, des termes quasiment injurieux, à l'encontre de Trump. Voilà où on en est, un délitement du soutien qui lui a apporté, et ces deux cafouillages supplémentaires dans la journée d'hier vont encore aggraver les choses. Aggravant les choses aussi, sans doute, du point de vue américain, les déclarations de l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, disant que des décisions très importantes avaient été prises lors de la rencontre entre Poutine et Trump, dont on allait bientôt entendre parler. Le ministère de la Défense américain, interrogé à ce sujet-là, dit qu'il n'était au courant de rien, ce qui veut dire que si des grandes déclarations sont faites sur les décisions qui ont été prises, elles ont été unilatéralement par M. Poutine et pas par M. Trump, qui se contentera une fois plus d'approuver ce qui a été dit.
Alors, le mot qu'on trouve, on voyait le mot treason, haute trahison dans la presse essentiellement dans la journée de mardi. Celui qu'on voit le plus, le mot qu'on voit le plus dans la presse américaine, curieusement, c'est un mot russe, c'est compromat. Voilà, devient de plus en plus clair que la seule explication possible, à part la folie, mais il faudrait encore une folie extrêmement, je dirais, dirigée dans une direction particulière, c'est qu'il y a des documents compromettants sur Monsieur Trump, datant en particulier d'une visite qu'il a pu faire à une époque en Russie. Comme on le sait, ça fait partie des méthodes habituelles en Russie de gestion de la politique, constituer des dossiers sur d'autres personnalités. Alors, vous allez me dire, ça se fait partout, bien entendu, ça se fait partout, il y a des dossiers partout sur tout le monde, mais ce n'est sans doute pas utilisé de manière aussi systématique que ça l'a été en Union soviétique et comme ça le semble encore le cas en Russie. Alors, voilà où on en est. On est dans une situation où des gens s'affligent, se consternent en public, mais il y a aussi, et j'y faisais allusion, je crois que c'était hier ou avant-hier, on voit de plus en plus apparaître dans les autorités américaines deux types de personnes. Un type de personne qui fait des commentaires, voilà, qui font un commentaire sur leur consternation, et puis des gens qui ne disent plus rien. Qui ne dit plus rien en particulier, M. Jim Mattis, le ministre de la Défense américain, qui apparemment est invisible depuis un certain temps, qu'on n'a pas vu en public et qui en tout cas n'a pas fait de déclaration. Est-ce que ça veut dire qu'il prépare une démission? C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'il se trouve parmi ces personnes qui considèrent qu'ils sont des remparts pour la survie du pays jusqu'à la disparition, la chute finale de M. Trump. J'en ai parlé hier ou avant-hier du rôle joué par M. Rod Rosenstein, le numéro 2 du ministère de la Justice, qui semble, voilà, je disais, quand on lui parle de Trump, il semble regarder au plafond, c'est-à-dire d'ignorer entièrement les questions qui lui sont posées. Et comme le faisait remarquer un commentateur hier dans la revue Wired, c'est probablement parce qu'il connaît l'issue finale. Monsieur Robert Mueller le tient au courant de manière constante du progrès de ses inculpations, des décisions qu'il prend. Et donc, disait ce commentateur, dont je mettrai le nom, il semble évident que M. Rod Rosenstein se réserve pour la fin, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a un rôle à jouer maintenant, simplement de permettre que cette enquête aille à son terme et qu'on en connaisse les conclusions que lui connaît et qui semblent le rassurer sur le sort des États-Unis. Mais même si M. Trump disparaît rapidement, on se rend compte du dégât qu'il aura causé à peu près dans tous les domaines, le domaine du commerce international, des relations avec les pays qui sont considérés comme les alliés des États-Unis, dans le domaine de l'environnement, bien entendu, où il a déjà provoqué des catastrophes. On pourra peut-être renverser la vapeur, mais le dégât aura déjà été considérable. S'il s'agit, je mets, voilà, je parle au conditionnel d'une ingérence de la Russie, et là, même si ça s'arrête maintenant, elle aura eu des conséquences énormes pour le monde occidental. La zizanie est partout entre les États-Unis et les gens les pays qui étaient considérés comme leurs alliés. Alors je passe à la deuxième partie, les conséquences pour nous. Et vous allez peut-être être surpris de ma transition. Ma transition, c'est la suivante.
Si vous regardez mes vidéos, et si vous regardez les vidéos les plus regardées, et celles où peut-être j'ai le plus d'impact parce que je ne suis pas voilà, comme ça à regarder dans le tube, mais je suis en dialogue avec des personnalités, par exemple avec Monsieur Worth, qui était à l'époque, je le prononce en américain, non, je retourne au français, avec Monsieur Worth, et à l'époque il était ministre du budget, si je m'en souviens, voilà, prise de bec avec lui, d'autres interventions que j'ai fait au fil des années dans le cadre d'une émission qui s'appelait Ce soir ou jamais, une émission de Frédéric Taddy. Cette émission se trouvait sur France 3, elle s'est trouvée ensuite sur la 2, et puis elle a disparu. Et alors là, vous allez voir le lien avec ce que je viens de dire. La nouvelle, c'est que une émission de type Ce soir ou jamais, va être ressuscitée sur la chaîne de télévision RT. La chaîne de télévision RT, au cas où vous ignorez ce que c'est la chaîne officielle de la Russie. Elle émet dans beaucoup de pays et elle émet également en France, ce qui avait suscité un grand débat parce qu'on pourrait considérer, sans doute à juste titre, qu'il s'agit essentiellement d'un organe de propagande pour le gouvernement russe, qui en ce moment est dirigé bien entendu par son président, monsieur Poutine. Alors, si cette émission démarre dans ce cadre-là, il y a tous les gens qui regrettent l'impact qu'a eu une émission comme Ce soir ou jamais, où il était possible de discuter librement à 4 ou 5 ou 6 invités à bâton rompu de thèmes importants. C'est là que j'ai lancé le thème Le travail disparaît. Vous pourrez voir encore cette vidéo. C'est une vidéo qui est souvent reprise, qui est citée dans des articles comme étant là, voilà, une mise en garde contre la disparition du travail et de l'emploi. Certains de mes collègues iront d'enthousiasme en ne se posant pas de questions sur le sponsor et se rendront dans le cadre de la nouvelle émission Ce soir ou jamais. Moi, je ne m'y rendrai pas parce que je n'interviens pas dans le cadre d'organes de propagande d'un pays quelconque. On peut me dire, oui, quand je faisais la France Culture, en fait, c'est l'organe de propagande de la France. Non, j'ai la liberté de dire ce que je veux sans que ce soit interprétable par un cadre, comme étant un cadre qui donne à mes paroles un sens tout à fait particulier. Et il faut bien dire que il n'y a pas d'instructions qui sont données. Il y a parfois des commentaires très désagréables aux choses que je pense dans le secteur public. Ça m'est déjà arrivé. On m'a interrogé sur mon livre sur Keynes et le reporter a dit est-ce que la première question, vous en souvenez peut-être, est-ce que tous nos malheurs ne sont pas dus à Keynes? Bon, donc ce monsieur est un propagandiste ultralibéral, probablement un admirateur de Friedrich Hayek et ces gens qui nous ont produit l'ultralibéralisme. Mais alors, voilà contre quoi je mets en garde. Et l'émission Ce soir ou jamais est une métaphore dans l'ensemble. Mes collègues qui iront à la nouvelle émission de Taddy dans le cadre d'un organe de propagande russe se diront il vaut mieux parler que pas parler du tout. Ce cadre est un cadre positif puisqu'on peut discuter de choses. La question qu'il faut se poser au niveau des gouvernements, c'est pourquoi n'y a-t-il plus d'émissions comme celle-là dans le cadre de ce qui se présente encore comme une démocratie, au moins aux yeux du public? Pourquoi est-ce qu'il faut recourir à des organes de propagande de pays autoritaires? Mon conseil au secteur public, voilà, au secteur audiovisuel public en France, ce serait arrangez-vous pour qu'il y ait de nouveau des émissions comme celle-là. Pourquoi dans le secteur public? Parce qu'on le sait bien, quand il s'agit
de grands industriels qui sont propriétaires de chaînes de télévision. Ils interfèrent, il y a des ingérences comme les ingérences dont on vient de parler, il y a des interférences, il y a des gens à qui on interdit de parler, il y a des programmes qui sont retirés à la dernière minute parce qu'il y a des choses qu'on dit qui dérangent. Je peux même vous signaler qu'il y a des maisons d'édition dans lesquelles il y a des différends parce qu'il y a des livres dont on dit il ne faudrait peut-être pas les publier de telle et telle manière, etc. Nous avons le choix maintenant entre le populisme soutenu par des puissances étrangères, où on dit tous pourris, ça ne peut pas continuer comme ça, et des gouvernements de type ultralibéraux où la liberté de fait est en train de disparaître aussi, parce qu'on permet simplement à des industriels d'utiliser leur argent pour faire pression et pour empêcher qu'on ne dise les choses qui dérangent. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de monsieur du Wall Street Journal, qui dit de ce monsieur George Will, qui parle du naufrage de monsieur Trump comme étant le plus grand journaliste américain. Le Financial Times, dans son édition d'hier, qui n'est pas non plus un organe de la presse d'extrême gauche, sans doute le plus grand éditorialiste de monsieur Martin Wolf. Monsieur Martin Wolf a fait un article hier sur la dérive de nos pays. Il emploie le mot plutocratie. On peut employer oligarchie aussi. Monsieur Martin Wolf a parlé pour ses parents qui étaient des réfugiés d'Europe centrale, de l'espoir que représentaient à une époque les États-Unis. Il fait allusion aussi, bien sûr, à la chasse aux sorcières du macartisme. Petite remarque en passant, l'assistant du procureur de M. McCarthy est un certain M. Roy Cohn, et ce M. Roy Cohn, c'est le mentor, c'est le role model, voilà, c'est la personne qu'admire le plus M. Trump. Monsieur Martin Wolf nous dit que nos pays sont dans une dérive, il n'emploie pas ultralibéral, il parle de plutocratie et il montre que la concentration de la richesse est ce qui produit en réaction à cela le populisme. Et donc, ce choix Caribe ou Silla qui nous est offert maintenant, un ultralibéralisme qui est une oligarchie où ce sont les gros industriels qui décident absolument de tout, et des populismes un peu fous qui tombent facilement dans la xénophobie, parce que faute d'instruments d'analyse, on retombe en général sur un étranger quelconque qui est probablement responsable des malheurs qui nous atteignent. Et je l'ai déjà souligné, et j'en ai parlé tout à l'heure à propos de cette intervention que j'avais faite chez Tadi à propos du travail qui disparaît, dans la mesure où nos pays refusent de mettre à plat cette question du travail et de l'emploi qui disparaît. Ils alimentent, ceux qui refusent de mettre la question à plat, alimentent la xénophobie, puisque la question des migrations, la question de la libre circulation des personnes va se focaliser sur le fait que les personnes qui circulent comme cela sont potentiellement des concurrents, des rivaux pour les quelques postes qui restent encore. Depuis quelques jours, je fais des vidéos sur l'actualité affligeante de la chute des États-Unis qui se précipite depuis quelques jours. Aujourd'hui, j'ai voulu en tirer aussi quelques conséquences pour nous. Si tout ça ne s'arrange pas, si dans nos pays on n'a plus que je vais ajouter une conclusion qui me vient comme ça, mais vous allez voir. Si dans nos pays on n'a plus que le choix entre l'ultralibéralisme délirant, le capitalisme sauvage et le populisme le plus fou, on se mettra à prêter attention au seul endroit peut-être, et j'y ai fait allusion j'en parle dans Défense et illustration du genre humain, au seul pays qui a l'air, lui, de se diriger en ce moment vers une social-démocratie, comme nous avons connu à l'époque qu'on appelait les 30 Glorieuses, une époque où l'économie était dans une perspective keynésienne, c'est-à-dire de transition, comme le définissait Keynes, de transition vers le socialisme.
Le seul pays qui a l'air d'être en transition, non pas vers le communisme de type soviétique, parce que ça, il en vient, le seul pays qui a l'air d'être en transition vers un socialisme, voilà, socialisme démocratique, c'est la Chine. Alors, je ne dis pas qu'il y ait déjà, il n'y est pas encore, mais dans les déclarations qui sont faites à propos des objectifs à 20 ans, à 40 ans, pour fêter l'anniversaire de, voilà, de la création du Parti communiste chinois ou l'anniversaire les 100 ans de la révolution chinoise. Les étapes qui sont définies sont des étapes de transition vers le socialisme au sens que le mot avait avant que le mot socialiste soit utilisé pour décrire, envoyer, faire référence simplement à une version à visage humain de l'ultralibéralisme. Alors il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Le problème, c'est pas tellement des querelles entre être pro-russe ou pro-américain. Souvent, dans les commentaires que vous faites, on dit oui, mais voilà, vous êtes pro-américain et tout ce que vous m'offrez dans ce cas-là, c'est d'être pro-russe. Non, il faut situer les choses dans un cadre où l'on va dans une perspective non utopique ou utopiste, où on va vers quelque chose. Et si on va vers quelque chose dont on a déjà connu une version esquissée, comme le socialisme, ben pourquoi pas? Ça doit être ça, à mon sens, la voie vers laquelle nous diriger. Alors la Chine n'est pas encore une démocratie, il y a des choses, il y a des dérives sous forme d'hypersurveillance qui nous inquiètent énormément. Parce que pour se retrouver dans un régime qui s'appellerait socialiste et qui respecterait certains principes du socialisme, mais où nous serions réduits au rang de termites, comme je le dis souvent, ça non plus, ça ne nous intéresse pas. Donc il faut faire très attention. Mais il faut faire attention aussi à ce que la Chine n'apparaisse pas comme le seul espoir dans un monde où nous suivrions dans la chute les États-Unis de très près. On a parlé de la chute du mur de Berlin et de la chute du monde communiste il y a 30 ans. Il semble bien que nous soyons partis dans la même direction. Il faut que nous fassions extrêmement attention. Il faut que nous regardions ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et il faut que nous en tirions les leçons comme j'ai essayé de le faire ce matin. Voilà, allez, à bientôt.